Bonjour. Je vais parler de l'évolution à la fois sociétale et juridique. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas prof de droit, mais je suis sociologue de formation. Et donc, je vais parler d'un héritage, à la fois en voyant l'évolution de quelques lois. Évidemment, en 10-15 minutes, je ne vais pas toutes les évoquer, mais qui est aussi un héritage sociétal de mœurs, puisque le droit, l'évolution du droit va avec l'évolution des mœurs, et pouvoir le resituer effectivement dans où on s'inscrit aujourd'hui au regard de notre histoire, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit enfant. On a cet héritage commun collectif. Évidemment, je ne parle pas de trajectoire de vie, mais je parle de dimension collective. Alors, de quoi on parle déjà quand on parle de violence intrafamiliale? Parce que finalement, la violence intrafamiliale, l'expression juridique en tant que telle, elle n'existe pas. Du coup, on peut se dire, est-ce qu'on parle de violence conjugale? On parle d'inceste? Est-ce qu'on parle de violence physique, de violence psychologique? On a pu voir aujourd'hui que tout a été abordé dans les différentes interventions et j'y viendrai sur la loi dite Santiago qui va mêler toutes ces notions. Donc, le droit ne parle pas de violence intrafamiliale ni de violence conjugale, mais parle de violence physique, sexuelle, psychologique, et va avoir un mécanisme d'aggravation. En France, on parle souvent de violence intrafamiliale ou de violence conjugale. En Espagne, puisque j'y viendrai au fur et à mesure de l'exposé, on va parler de violence de genre. Et la Convention d'Istanbul, qui est un texte un peu phare et clé au niveau européen, elle nous parle de violence domestique. Donc on peut voir que selon les pays, selon les textes et les références juridiques, on peut trouver ces différentes façons de présenter les violences. Je vais quand même citer la Convention d'Istanbul qui pose... Ah oui, mon intervention va articuler sans cesse, je suis chargée de mission égalité femmes-hommes, la question de la place des enfants, de la violence sur les enfants, intriquée dans les violences conjugales qui sont elles-mêmes intriquées sur les violences faites aux femmes. Donc la Convention d'Istanbul, elle a été ratifiée en 2014 par la France et elle nous dit « La violence à l'égard des femmes doit être comprise comme une violation des droits humains et une forme de discrimination à l'égard des femmes et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée, et je vais revenir sur cette notion du privé. La violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports de force. Ça fait écho avec Karen Sadillet dans le côté vertical, rapport de force, rapport de domination. La violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux. Et ça, c'est notre héritage, entre les femmes et les hommes, ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes. C'est votre héritage, mais on peut construire une autre société, et on est en train de la construire, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation. Cette même convention, donc on est en 2014 pour la ratification, nous dit « Elle reconnaît que les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins des violences au sein de la famille, et elle incite les États à légiférer. » Pardon, j'ai plus de salive. Donc, on l'a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a vraiment une distinction à faire entre conflit et violence. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'avant, ce qui était à l'intérieur de la famille était tabou, était privé. Et aujourd'hui, on est en train de voir que toute l'évolution des lois nous amène du privé, qui n'était pas politique, au privé, qui devient politique. Le tabou, MeToo inceste, c'est quoi? C'est révéler, ou alors MeToo tout court, ce dénominateur commun des continuums de violence, violence sexuelle dans le cinéma au départ, et puis de manière internationale, il y a une prise de conscience qu'à l'intérieur, dans le monde professionnel, dans la famille, partout, il y a ces violences effectivement faites aux femmes, qui sont en lien aussi avec les violences faites aux enfants. Donc, qu'est-ce que vient nous dire la loi Santiago dans ce contexte?
On retrouve dans la loi Santiago, et comme on en a un petit peu parlé tout au long de l'après-midi, je vais essayer d'être succincte. Mais on retrouve la suspension automatique dans la proposition de loi, une suspension automatique de l'autorité parentale. Je reviendrai sur retrait de l'autorité parentale, retrait de l'exercice de l'autorité parentale, suspension de l'autorité parentale. Dans 3 grands cas de figure, on va dire. Le cas de crime incestuel, viol incestueux ou agression sexuelle incestueuse sur l'enfant, crime sur l'autre parent. Donc là, le Sénat, en relecture, a dit « Ok, ça, c'est les cas les plus graves. » Donc effectivement, le côté suspension provisoire de l'autorité parentale pendant 6 mois va être maintenu. Alors oui, parce qu'on est en navette parlementaire. C'est passé le 9 février à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Il y a eu une commission au Sénat le 8 mars. Ça a rebasculé à l'Assemblée nationale le 21 mars. Ça va, les dates, je les ai en tête à peu près. Et donc, du coup, on est dans ces pourparlers. Mais en tout cas, on a ces 3 grandes familles, crime sur l'autre parent, crime incestueux ou agression sexuelle incestueuse et violence conjugale. Alors, la proposition de loi disait violence conjugale de plus de 8 jours d'ITT. Et là, la loi a été jugée comme anticonstitutionnelle parce qu'il y avait un caractère automatique et finalement, pourquoi ne pas le mettre de matière automatique dans d'autres situations. Donc, il y a une suspension provisoire dans les 3 cas de figure de 6 mois. La décision, ensuite, dans le cas des crimes, elle est prise par la juridiction compétente en la matière. Et dans le cadre des poursuites et des poursuites, c'est des violences conjugales, pardon, je me suis un peu... la suspension de 6 mois est remise si la personne n'a pas sollicité le JAF d'ici là. Je crois que je n'ai pas été très claire, ou est-ce que ça va? Ça va. Bon. Je voulais revenir sur l'autorité parentale. Il me reste combien de temps? Vous me donnez jusqu'à quelle heure? Que je sache à quel moment j'accède. Ok. J'avais prévu, avant de parler de la loi Santiago, et je vais revenir dessus quand même vite fait, l'autorité parentale, elle est créée en 1970. Avant, on parle dans le Code civil de puissance paternelle et maritale. Ça aussi, dans notre héritage, c'est important de se le dire, c'est-à-dire que l'autorité parentale arrive dans les années 70 dans l'idée de créer l'égalité dans le couple. Alors moi, je vais souvent plutôt parler de parents et pas de mère et de père, même si dans la plupart des situations de violence conjugale, on est d'accord qu'il y a une grande majorité d'hommes et les victimes sont une grande majorité des femmes. Mais voilà, je vais plutôt utiliser le mot parent, parent victime, parent auteur. Mais toujours est-il qu'on a cet héritage-là où l'autorité était paternelle ou maritale, exclusivement avant les années 70. Et puis en 2002, en plus, la loi sur l'autorité parentale vient renforcer l'idée de coparentalité et insiste sur cette question du maintien du lien. Ce qui fait que dans la proposition de loi de Isabelle Santiago, dans la présentation de la loi, il y a un pédopsychiatre qui a été invité et qui parle d'idéologie du lien. C'est-à-dire que ce caractère collectif qu'on a en tête, qu'on a reçu dans des enseignements, etc., que maintenir un lien est très important entre l'enfant et le parent. Bon, je n'ai pas besoin de revenir dessus puisqu'on l'a déjà vu que finalement, selon les situations, c'est peut-être pas si évident que ça et il vaut mieux pour l'enfant l'écouter et voir ce qu'il en a à en dire tout en ayant en lumière est-ce que le parent, il est dans un système de domination, est-ce qu'il est dans du contrôle coercitif. Je ne suis pas psy, donc je ne vais pas mettre des maladies, un diagnostic psychologique. Où j'en suis? Ah oui, et donc en lien avec la question de l'autorité parentale, c'est la question des droits de l'enfant. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on est sur les droits des femmes et les droits des enfants, on est dans une histoire hyper contemporaine, qui a moins d'un siècle sur les deux. Donc en 89, on a la première convention internationale des droits de l'enfant. Donc finalement, c'était il y a 30 ans.
La loi Santiago, elle met en avant le fait qu'on mette au centre l'intérêt supérieur de l'enfant. Et finalement, je rejoins un peu ce qui a été dit dans ce que j'ai pu lire, c'est qu'on regardait plutôt l'intérêt du droit des parents et non pas l'intérêt et les paroles des enfants. Sur les quelques minutes qui me restent, je vais vous lire 2 témoignages d'enfants. Parce que je crois que, comme je disais, ce qui est tabou fait qu'on n'a pas entendu les violences. C'est compliqué pour une société de voir des violences, de les entendre et de savoir faire avec. On ressent des besoins de formation, on voit qu'il y a une évolution législative. Depuis le Grenelle, ça n'arrête pas, mais avant aussi. Et du coup, maintenant, on regarde les violences et c'est comment on travaille avec. N'empêche que voilà ce qui s'est passé aussi et qui fait que la loi arrive. Le père de Stéphie, condamné en 2011 à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis, pour agression sexuelle sur sa fille alors âgée de 14 ans. Malgré une interdiction de l'approcher, il a conservé son autorité parentale. Ma mère a dû se le coltiner jusqu'à mes 18 ans pour des décisions du quotidien, tempête la jeune femme de 26 ans. Pour mon père, l'autorité parentale était une vraie jouissance. Il en a usé et abusé. Sa mère met fin à ses jours en 2019 et l'histoire se répète avec son petit frère, Karl, âgé de 10 ans. Le petit garçon dénonce des faits d'agression sexuelle de la part de son père et porte plainte en septembre 2020. Si sa grande sœur obtient la garde, le père conserve son autorité parentale. Malgré ses antécédents judiciaires, mon père n'a pas cessé de poser problème, relate Stéphie. Quand il a fallu le scolariser au collège, refaire ses papiers d'identité, le faire opérer, Karl a vu son père tout-puissant pendant 2 ans. Il avait le droit de le faire suer sur tout, même s'il n'avait pas sa garde. Le petit garçon, terrorisé à l'idée que son père récupère un jour ses droits, s'est suicidé à l'âge de 12 ans. L'autorité parentale est sacralisée, on défend l'intérêt supérieur de l'enfant, mais on fait passer avant le droit des parents. Dénonce sa sœur selon laquelle la plainte de Karl n'est à ce jour ni instruite ni classée. Deuxième petit témoignage, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu une conclusion utopiste. Dans son témoignage, Fanny évoque des lettres qu'elle reçoit de son père incarcéré à la suite du meurtre de sa mère. J'ai reçu une lettre de lui ce matin, sans doute parce que c'est bientôt mon anniversaire. C'est la 13e ou 14e que je reçois. Il me dit qu'il pense à moi et m'appelle Bébé Love. Il me raconte sa vie en détention. Je ne veux plus que mon père m'écrive. J'ai fait la demande plusieurs fois par le biais de mon avocat, mais ça continue. Au début, recevoir ces lettres, c'était très dur, parce que mon cerveau a cru que mes parents étaient morts le 26 décembre. Alors que quand j'ai reçu la première lettre, ça m'a fait disjoncter. Je me suis rendu compte qu'en fait, il est toujours vivant et que c'est encore un deuil à porter. Finalement, cette loi, elle vient mettre en lumière la parole des enfants et ces situations-là. Alors, je vais terminer très vite sur la question de l'Espagne parce que c'était quand même dans le titre. Et c'est pour vous montrer aussi qu'en Espagne, déjà le syndrome d'aliénation parentale, j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais il y a eu plein de lettres au niveau vous voyez ce que c'est, syndrome d'aliénation parentale? Voilà, donc en Espagne, comme l'OMS, comme au niveau de la DACG, oui, en France, il a été donné comme information à tous les magistrats, les avocats et tout le corps même les travailleurs sociaux, de ne plus utiliser ce fameux syndrome qui permettait de dire que les auteurs étaient victimes et que c'est la mère qui, par son pouvoir, demandait à l'enfant de raconter des choses qui n'étaient pas vraies pour que lui récupère la garde. Et ça a beaucoup fonctionné. Et ça a été retiré justement de l'OMS il n'y a pas si longtemps que ça. L'Espagne. Donc en Espagne, il y a une grande loi qui a été adoptée en 2004. Donc c'est vraiment une loi transversale et qui a mis énormément de mécanismes en place, dont l'ordonnance de protection. Elle est créée en 2003 en Espagne. En France, c'est 2010. En 2018, elle était 17 fois plus prononcée en Espagne qu'en France. Et en France, par exemple, en 2019, on était à 26% des ordonnances de protection.
En 2022, c'est 80% des cas. Donc on voit bien que quand il y a des mécanismes mis en place, quand il y a des volontés législatives, du coup, il y a des processus qui permettent d'activer des systèmes de protection. En 2021, l'Espagne prévoit le retrait de l'autorité parentale dès lors qu'il y a une ordonnance de protection qui est prononcée. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien systématique qui a été fait entre féminicide et instrumentalisation des enfants par l'auteur. Alors évidemment, ça c'est des mécanismes juridiques et qu'ensuite il y a l'analyse des situations particulières. C'est-à-dire qu'on a vu le découpage un tiers, un tiers, un tiers des profils des auteurs. Et donc du coup, je crois que l'enjeu dans notre société, c'est d'avoir encore plus de connaissances sur le sujet pour voir quels sont les risques de passage à l'acte, que ce soit sur les enfants, que ce soit sur l'autre parent, homicide, féminicide ou inceste ou violence au sein de la famille tout court. Je vais m'arrêter là, parce que je crois que je n'ai pas plus de temps. Il est déjà 35. Pour terminer, on parlait de prévention tout à l'heure. Pour construire une société différente, il me semble que miser sur la jeunesse, c'est plutôt pas mal. Et construire à l'égalité et déconstruire les stéréotypes qui nous enferment pour pouvoir les analyser, pour pouvoir être plus libre, pour être dans des relations conflictuelles où on n'est pas d'accord, mais où ça se passe bien quand on n'est pas d'accord, hein, des relations démocratiques, pour reprendre Karen Sadveiller. Et je pense qu'on a un grand enjeu aussi à se former sur les questions de genre et d'égalité entre les filles et les garçons et entre les hommes et les femmes. Voilà, merci. Oui, alors une ou deux questions. Je peux dire quelque chose, c'est juste pour chauffer. Alors, peut-être une question plus en droit, pour les gens là de droit. Mais je me dis, si on considère que les enfants sont victimes de violences conjugales ou d'inceste, je ne sais pas si, par exemple, ce que vous avez dit sur l'inceste et les personnes condamnées pour violences sexuelles sur leur enfant incarcérés, qui en effet, à la Civis, on a eu la chancellerie qui est venue, on a demandé combien de condamnations l'année dernière, je vais dire à la douche. Et ils ont dit 300. 300 avec incarcération. Et donc des longues peines pour viol sur leurs enfants. Et on avait demandé combien de retraits ou suspensions de l'autorité parentale, et 20. Ils étaient très fiers. Mais nous, on ne comprenait pas. Mais vous nous parlez des gens qui sont incarcérés pendant de longues peines pour avoir violé leurs enfants. Ma question est, si on considère que l'enfant est victime de la part des personnes Y, est-ce qu'il existe une autre cas de figure dans lequel la personne qui est mon agresseur a un pouvoir décisionnaire sur moi? Parce qu'il me semble qu'il y a une chose paradoxale là-dedans. Que c'est ce que vous racontez dans les deux extraits. Voilà, ça c'était ma tentative de chauffer la salle pour une question ou un commentaire.